Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si je chuchote comme ça, vous m'entendez aussi? Non, moins. Je vais monter un peu le son. Bienvenue, merci d'avoir rejoint cette session. Aujourd'hui, on va parler de KEDA et de scaling. Je vais me présenter vite fait. Donc, je m'appelle Logan, pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le programme. Je suis consultant back-end, donc plutôt tech lead, architecture solution, tout ça. Et je joue le rôle de directeur technique au sein de Zenica à Lille. Donc je viens de tout en haut et je peux vous dire que j'ai hyper chaud. Et j'ai quand même fait l'erreur de mettre un pantalon. Avant de continuer, moi j'ai fait connaissance avec KEDA au détour d'une mission chez Leroy Merlin. Son objectif, c'était de réussir à scaler des batchs, enfin mettre à l'échelle des batchs en fonction d'un nombre d'inventaires la nuit. Donc je suis en train de travailler sur un produit qui gère des inventaires. Et forcément, quand on doit gérer 100 inventaires, ce n'est pas le même problème que quand on en gère 10. Donc il faut réussir à scaler, mais sur une donnée qui est métier, qui est très très loin de l'infrastructure. Et donc j'ai fait la connaissance de KEDA à cette occasion-là. On ne l'a pas encore mis en place, mais ça ne saurait tarder. Le sujet est en train de revenir parce que les inventaires fiscaux, eh ben, en fait, c'est en septembre-octobre. Donc ça va revenir facile. On va revenir un tout petit poil en arrière. On va faire un petit jeu. Ah, la zapette marche plus, c'est pas grave. On va faire un petit jeu. Qui a une main? Ouais, qui a deux mains? Ok, vous pouvez en baisser une. Non, une seule. Ouais, c'est bon, je baisse tout. Moi. Je vais poser 3 questions. Vous baissez quand la réponse est non. Qui connaît Kubernetes? Donc, normalement, là, à peu près tout reste en l'air. Qui a déjà déployé des charges de travail, ou autrement appelées pod? Ouais, ça commence à se baisser. Qui a déjà eu à mettre à l'échelle, que ce soit manuellement ou automatiquement, ces pods? Et là, ça se baisse beaucoup plus. Donc j'espère que vous allez quand même apprendre des choses, mais je pense qu'on est bien parti. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais passer en fait, parce que limite, vous avez tous laissé la main levée. Kubernetes, cluster de machines. Donc on met plusieurs machines, qu'elles soient virtuelles ou physiques. On installe des nœuds dessus. Kubernetes en lui-même, c'est un orchestrateur de charge de travail. C'est lui qui va dire tel pod, je le mets sur telle machine parce qu'elle a les caractéristiques qui le demandent, etc. Et elle a une boucle de réconciliation, donc si on lui dit tu as 3 pods, s'il en manque un, il va en relancer un pour vous. Donc ça, c'est la boucle de réconciliation. Le déploiement, facile, c'est déployer ce qu'on appelle une charge de travail dans le monde Rancher, on appelle ça un workload. Dans le monde Kube, c'est plutôt des pods, etc. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition un service, une API, des applications, ou de faire tourner des jobs récurrents, donc des tâches récurrentes. Et donc la scalabilité, c'est cette capacité à augmenter ou à diminuer le nombre de pods. Donc il y a 2 types de scalabilité, la verticale, la horizontale. Je vais plutôt parler horizontale aujourd'hui, pas verticale. Forcément, ça demande des interventions un peu plus poussées qui vont toucher l'infrastructure, taille de machine, tout ça, donc on va éviter. C'est pas le sujet. Donc en fait, je vais vous montrer comment on scale, puisqu'il y a la moitié à peu près de la salle qui n'a jamais fait. Donc je vais vous montrer. C'est pas ça que je voulais vous montrer du tout. Ok. Ici, je vérifie que je suis sur le bon cluster. C'est bon, je suis sur le bon cluster. J'ai déployé ce qui s'appelle le pod info. Pod info, c'est un petit conteneur Docker qui vous permet de retrouver le nom du pod qui a traité la requête. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui demander de regarder ce qui se passe sur ce pod. Donc en fait, je vais faire un curl récurrent toutes les demi-secondes pour voir un petit peu ce qui se passe. Ok, donc là en fait, ça commence à envoyer des requêtes et on voit en haut le nom du pod ici. Alors, vous voyez tous correctement, c'est bon? Nickel. Donc en fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler. Donc je vais demander à Kubernetes de le faire. kubectl, c'est l'outil pour parler à Kubernetes, aux API de Kubernetes. Je vais lui dire que je veux scaler. Ok. Le namespace que j'ai fait, je l'ai isolé, donc je l'appelais podinfo. C'est un deployment qui s'appelle aussi podinfo. C'est très. Et je vais lui dire, ok, tu vas me mettre des réplicas et tu vas m'en mettre 10. Alors qu'est-ce qui va se passer là-haut? En fait, il va y avoir le load balancer qui va se mettre en route et il va aiguiller les requêtes. Et du coup, normalement, là-haut, le temps que ça se lance, on va avoir le nom du pod qui commence à changer. Donc en fait, Kubernetes, il dit, ok, j'ai une requête, je l'avais donnée à lui, je vais le donner au suivant, etc., etc. Donc en fait, ça devient le bazar, mais c'est géré, mes requêtes sont traitées, j'ai bien une réponse, il n'y a pas de problème.
Je peux le scale down si je veux, je le redescends à 1, il va tuer plein de pods. Donc ça, c'est la boucle de réconciliation qui va dire, ok, il m'avait demandé 1, j'en ai 10, j'en enlève 9, et il va continuer. Donc là, du coup, ça se stabilise, il n'y a plus qu'un pod qui est en train de répondre. Donc on voit bien que c'est des requêtes différentes, on a un petit compteur ici qui bouge, et on voit que le temps avance. Et je peux aussi réussir à mettre carrément en pause la nuit, quand je ne veux pas utiliser et que je sais que je n'ai pas d'utilisateur, finalement je l'arrête. Ça génère des erreurs, mais c'est pas grave parce que je sais que de toute façon, je n'ai pas d'utilisateur. Donc ça, c'est pas un drame. Je le remets à 1, et normalement, ça va respawn. Voilà. Bon, la première démo, elle a marché, c'est bon. Ok, on passe à la suite. Du coup, c'est hyper simple. Hop, non, ça c'est la vidéo au cas où ça foirait. Du coup, c'est hyper simple. Vous engagez quelqu'un qui vérifie s'il y a beaucoup de requêtes, et puis vous lui donnez les 2-3 lignes de commande que j'ai montrées là. Puis en fait, il peut faire ça toute la journée, vous avez un scaling au top. Non. Du coup, pourquoi est-ce que je parle de scalabilité? Il y a 2 raisons principales. Quand vous parlez à un décideur, vous allez plutôt parler pépette. Vous allez dire, si tu vas faire des économies sur ce que tu vas dépenser, tu vas moins dépenser parce que je vais réussir à augmenter et diminuer ma charge de travail, enfin en tout cas les capacités de calcul, en fonction du service que je veux offrir. Et après, si vous parlez à quelqu'un qui a une sensibilité un peu green, on peut aussi lui dire que finalement, moins de pods, c'est moins de ressources utilisées, et donc moins de réchauffement climatique. Ça dépend à qui on parle. Ok, je vais vous raconter un petit peu l'histoire et comment j'en suis venu à ce que je vais vous présenter. Petite cuisse de poulet parce que je suis épicurien, j'aime bien manger. Donc j'ai été faire un resto avec des collègues. Donc on s'installe, on se fait accueillir, prenez place, le plat, etc. On reprend à 14h, 14h moins 15. Bon, c'est le moment de se lever, de retourner au boulot. Et comme tout le monde qui était dans le resto, qui voulait repartir au boulot, on s'est pointé devant la caisse et il y avait une caisse. Donc je me suis retourné vers le plus technophile, j'ai dit la vache, ça manque de scalabilité ici, il faudrait quand même qu'il puisse monter et descendre. Et je me suis dit pourquoi pas utiliser cet exemple-là pour simuler justement un restaurant, mais avec un cluster Kubernetes. Je me suis dit finalement, j'ai 3 postes. Donc j'ai mes 3 postes de travail en salle, je ne me concentre que sur la salle. La cuisine et tout ça, c'est pas mon problème, moi c'est la salle. Et je veux offrir la meilleure qualité de service à mes clients et qu'ils n'attendent pas trop entre l'accueil, la commande et le paiement. Donc je me mets j'ai une salle de 200 couverts, donc c'est un peu ma charge maximum. Je sais que je ne vais pas manger plus de charge que ça, donc ça ne sert à rien d'aller mettre 100 employés. De toute façon, je vais être surdimensionné. Et du coup, le nombre d'employés en salle, j'en sais rien. Et là, le j'en sais rien, ça doit faire écho à ceux qui ont déjà essayé de faire du scaling. C'est le fameux réplica que vous mettez. Ouais, vas-y, 3, c'est bien. Ouais, vas-y, 5, ça va passer. Ouais. Du coup, tu mets du plus, tu mets du point, mais tu sais pas trop ce que... C'est au petit bonheur la chance. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que on pourrait réussir à faire un scaling justement en s'abstrayant de ce biais cognitif qu'on a tous, c'est de se dire « Ouais, ça passe à 5, c'est bon ». Donc ça, c'était mon restaurant. Mon client, alors son comportement client, j'ai une bonne connaissance métier de ce qu'est mon comportement client. Je sais qu'il arrive entre midi 10 et midi 30, le temps de faire le trajet jusqu'à chez moi, qu'il met entre 5 et 10 minutes à choisir son repas. Il mange en 45 minutes, 60 minutes. Et ensuite, ils reprennent le boulot à 14h, donc forcément, je vais avoir une charge importante dans un temps assez réduit dans les 20 minutes qui précèdent. Et donc, je n'ai pas envie, moi, que mes clients attendent plus de 5 minutes en file d'attente pour pouvoir payer. Mon employé, voilà, ça c'est les métriques que j'ai calculées. Ça peut paraître très très faible, mais vous verrez que ça entraîne déjà de la contention. De se dire, ok, il met 20 secondes pour accueillir un client, donc j'ai réduit à par client. Donc c'est-à-dire s'il y a un groupe de 5 personnes, s'il met 1 minute, c'est bon. On est plutôt dans les temps. Ok, donc je vais vous présenter un peu le tooling, mon point de comparaison. Ça veut dire que, en gros, j'ai mis un pod par poste de travail, et je lui ai soumis la charge d'un service complet à 200 utilisateurs. Alors hop, je vais activer le pointeur. Hop, c'est bon. Donc en haut, ici, ce que vous voyez, c'est le temps passé à l'accueil. Mon client, il a fait une requête pour être accueilli, et il a attendu, ici, le maximum, c'est 16 minutes. Bon. Je pense que ici, tout le monde dans la salle, si vous patientez 16 minutes pour rentrer dans un resto, il y a moyen que vous fassiez demi-tour. Surtout quand c'est le midi et que vous êtes timeboxé. Le deuxième graphe, c'est le temps à la commande, donc c'est à peu près pareil, 16 minutes. Donc,
Et le temps au paiement, on voit que justement à 14 heures, donc là l'échelle de temps, vous me passerez parce que forcément pour faire les démos, il fallait que je condense le temps. Mais on voit qu'il y a une forte demande d'un seul coup pour aller payer. Donc ça c'est mon point de comparaison, et en bas c'est le nombre d'employés. Donc en fait on voit qu'on a une personne à l'entrée, une personne à la commande et une personne au paiement. Donc j'ai trois employés, donc 3 pods qui tournent de manière constante. Ça, c'est le ressenti utilisateur. Ça veut dire que pour rentrer, sur 200 personnes qui se sont présentées, il n'y en a que 39 qui ont réussi à rentrer. Tous les autres sont partis. Sur 200 personnes qui commandent, il y en a 54 qui ont réussi à commander un plat. Et pour le paiement, il n'y a que 36 personnes qui ont réussi à payer. Donc on peut dire que c'est un service catastrophique. Okay, donc j'ai une qualité de service qui est plus que médiocre. On va essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Okay, alors démo entre guillemets, parce que c'est trop long à vous montrer des démos de scalabilité. Hein, forcément, il faut attendre la montée de charge, etc. Ça prend 10 minutes la démo, donc je vais vous passer les détails, l'exécution, tout ça, tout ça. Donc en gros, d'habitude, ce qu'on fait, c'est que on configure ce genre de choses. Toutes les personnes qui ont levé la main, enfin qui ont laissé la main levée sur la dernière question, qui a déjà auto-scale, scalé un pod, vous avez déjà dû croiser ce genre de fichier de configuration. Donc c'est du classico-classique, c'est le premier truc qu'on fait quand on veut scale. On définit un autoscaler, on lui dit sur quelle ressource il doit surveiller sa contention. Donc là ici c'est le CPU. Il dit que c'est sur l'utilisation et ça doit être 75% de moyenne. Donc c'est une moyenne par pod. S'il y a un pod qui est occupé à 100% et un autre à 50%, la moyenne est respectée, donc on ne scale pas. Alors à votre avis, avec ça, est-ce que je vais déjà me mettre à scaler ou pas? Qui pense que ça scale? Ok. Qui pense que ça scale pas? Ah, il y a des gens qui sont dans le doute à fond. Alors résultat, en fait ça scale pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai rien amélioré. J'ai toujours mes 16 minutes, j'ai toujours là c'est monté en plus, 1 heure. Ouais, et donc en fait, on n'a pas du tout scalé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce soit pour un humain ou un pod, il est très compliqué de définir son taux d'occupation à base d'une seule métrique, son CPU. Prenez l'exemple d'un vendeur en magasin. Quand vous le voyez se déplacer en magasin, ça ne veut pas dire qu'il est libre. Il est peut-être en train d'aller chercher un produit pour quelqu'un d'autre. Il est peut-être parti chercher un prix. Ou alors il est en train juste de quitter le service parce qu'il a fini son service. Donc c'est très difficile de juger du taux d'occupation d'un pod ou de quelqu'un juste sur base d'un CPU. Alors du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe sur mes CPU? Pourquoi ça n'a pas scalé? Ce que vous voyez en haut, c'est le taux d'occupation CPU au repos. Il n'y a pas une requête qui passe, pas une. Le deuxième, c'est avec le service de 200 personnes. Et en fait, on voit que ça n'a pas scale. Il y a le premier qui s'est dit, tiens, de 46, je vais passer à 61. Et en fait, je suis resté en dessous des 75%. Et du coup, mon autoscaler, il a dit, tout va bien, on est bon. Donc du coup, zéro apport. Et en plus, alors je ne sais pas si vous connaissez les pratiques de programmation réactive, c'est plutôt réputé pour avoir une empreinte très plate. Donc en fait, si vous utilisez des techniques de développement modernes, en fait, vous pouvez être sûr que vous allez tomber dans ce cas-là. Et si vous faites en plus des consommateurs Kafka, comme on gère la back pressure, c'est encore pire. Vous ne voyez pas du tout. J'ai un collègue, il me dit, je ne dépasse pas les 3% à full volumétrie sur mon Kafka. Mais ça ne m'étonne pas beaucoup. Et en plus, quand c'est un service qui appelle un autre service, c'est comme le vendeur en magasin. Quand il se déplace, ou alors quand il attend le TPE de paiement, c'est pas qu'il fait rien, c'est juste qu'il est en train d'attendre le résultat de l'opération qu'il voulait faire. Donc en fait, ça va venir nous pénaliser aussi de devoir consommer des services distants sur lesquels on n'a pas forcément la main en temps de traitement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à améliorer ça? En fait, on pourrait se baser sur le nombre de demandes clients. Tiens, je vois que j'ai 50 clients qui sont en train d'attendre pour rentrer dans mon restaurant. Je monte le nombre d'employés qui reçoivent. Donc le parallèle, c'est les clients qui demandent une requête et les pods que je vais augmenter. Donc on pourrait se baser sur le nombre de demandes clients. On pourrait se baser sur des temps d'attente, en disant, tiens, si j'ai un client qui attend plus de 5 minutes, c'est un mauvais signe, donc je vais essayer d'accueillir un petit peu plus de monde et donc de mettre à l'échelle. Donc on fait le même autoscaler, même principe, sauf que là, cette fois, je vais aller chercher ce qu'on appelle des custom metrics. Custom metrics, c'est un pont qu'on fabrique entre Prometheus et l'autoscaler.
Là, ici, je vous mets que le fichier description qui dit je vais chercher telle métrique. Je vous cache l'installation de Prometheus, je vous cache la déclaration de la custom metrics, je vous cache l'activation de l'API qui fait le pont, enfin qui permet à Kubernetes d'appeler cette API pour connaître la métrique. Je vous cache énormément de choses. Ça m'a pris. Alors, ouais, je suis pas Ops. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis tech lead, archi, je suis pas Ops. Donc c'est pas mon métier. Je peux vous dire que j'ai mis 3 jours à essayer de faire tourner le truc. Et j'ai dû demander à un collègue qui lui était Ops, il m'a débloqué en 1 heure. Donc c'est vraiment, vraiment pas évident. Donc en fait, là, ce qui commence à se passer, c'est que ça y est, on commence à réussir à scaler parce que j'ai été chercher une métrique qui est un peu plus métier. Elle n'est pas liée uniquement à l'occupation de mon pod. Par contre, ce qu'on voit, c'est que je n'ai pas tant amélioré que ça mon ressenti client. J'ai toujours des clients qui attendent hyper longtemps. Les temps de réponse sont tout autant exécrables. Et on voit le scaling, par contre, qui s'est mis en place sur les 3 postes différents, donc l'entrée, la commande, la paye. Par contre, on voit que ça traîne et ça traîne et ça traîne. La timeline qui est là, normalement, c'est x15. Parce que j'ai tout condensé, mais là, ça, c'est x15. Donc, en fait, on peut estimer que en fait, toute la journée, c'est resté à un taux d'occupation, enfin, un nombre de pods qui était quand même assez conséquent. Donc ça, c'est le ressenti client. Finalement, je l'ai amélioré un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai mis énormément d'énergie à tout installer, etc., pour finalement avoir un ressenti qui est bon, pas top. Donc c'est un peu à galère à mettre en place, c'est parfois intrusif parce que quand la custom metrics elle n'est pas là, il faut demander à l'application de la publier. Et du coup on a toujours une scalabilité réactive, tout l'empilement il n'est pas rééquilibré, ça veut dire que si j'ai 50 requêtes sur le premier pod, c'est pas parce que je vais mettre un deuxième pod que j'ai 25 requêtes qui vont être redirigées. Ils vont rester là jusqu'à temps qu'ils soient traités, c'est seulement les nouvelles requêtes qui vont pouvoir être traitées par le nouveau pod. Donc forcément l'empilement il n'est pas rééquilibré. Et ça traîne en longueur sur le scale down comme je le disais tout à l'heure. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à améliorer ça? Tenter d'anticiper, ça veut dire faire un scaling un petit peu en amont et se baser sur des indicateurs qui sont purement métier. Alors du coup, ça fait déjà 15 minutes que je vous saoule avec le scaling, j'ai toujours pas parlé de KEDA, etc. Donc je suis bien gentil, hein, mais... Alors KEDA, qu'est-ce que c'est? KEDA, ça veut dire Kubernetes Event Driven Auto Scaling, Scaler, ou ce que vous voulez. Le site, keda.sh, et c'est un outil open source. Donc vous pouvez contribuer si vous voyez des petits soucis. N'hésitez pas, vous pouvez même créer vos scalers. C'est utilisé par des grands noms. Ça a été créé par Microsoft en février 2019. Ça fait 3 ans à peu près que ça existe. On voit Alibaba par exemple qui l'utilise. Airflow, devinez ce que fait Airflow. En fait il scale des batchs. Voilà. Donc c'est exactement ce que je voulais faire chez mon client et finalement il y a peut-être une solution déjà toute faite plutôt que d'essayer d'aller pondre une infra et une architecture. Et forcément Microsoft qui en est le créateur, forcément il l'utilise. Ça permet de faire de la mise à l'échelle sur les deployments, les stateful sets, les custom resources et les jobs. Par contre pas les cron jobs. Donc vous me direz ouais, mais toi ça va pas te servir. Non, il va falloir trouver d'autres mécanismes pour réussir à transformer ça. C'est basé sur un opérateur cube. C'est hyper simple à installer. Ça, c'est le schéma d'archi qu'ils présentent sur leur site. Donc en gros, KEDA, il est ici. Et il va se brancher à toutes les API et créer des pods autoscaler, là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va les créer pour vous, mais avec certaines politiques pour réussir à faire son boulot correctement. Ça peut scale sur à peu près tout et n'importe quoi. Il y a plus de 50 ce qu'ils appellent les scalers, donc c'est une sorte de connecteur qui permet d'avoir toujours plus ou moins, juste avec un fichier de description, lui dire ok, ça c'est la requête que tu dois jouer sur ton système. Ça peut être de la BDD, du broker, ça peut être Prometheus, ça peut mettre une API. Vous codez une API, vous l'appelez, vous dites tiens, le champ qui t'intéresse il est là, c'est un numéro, tu scales, tu divises par 10 pour faire le scaling et il va le faire pour vous. Et c'est un jeu en monde ouvert parce que justement on peut coder nos propres scalers. J'ai un collègue, quand je lui ai présenté ça, il a dit bah tiens, j'ai pas de scaler pour Elasticsearch. Le mec est fada de Elastic. Il a été le coder en 1 semaine et ça a été approuvé en 2 ou 3 et ça a suivi la release tout de suite derrière. Donc vous pouvez contribuer assez facilement. Déployer KEDA. Alors déployer KEDA, c'est relativement simple. Alors je vais switcher de cluster. Hop. Alors. CTL, get all sur est-ce que j'ai KEDA? J'ai pas KEDA. Donc je vais créer un namespace. Ok.
Ok, Keda, donc j'ai créé un namespace, je l'ai isolé dans un namespace, comme ça je peux tuer le truc si j'ai envie de le désinstaller. Je vais ajouter le repo Keda. C'est repo add, c'est pas add repo. Donc là, Keda, vous allez chercher directement GitHub IO, qui est d'accord, hop, ça l'installe, vous le mettez à jour. Bon, moi, il est déjà installé, hein, donc forcément, il va me dire, bah non, t'es bien gentil. On met à jour le repo, Helm, repo, update, hop. Donc là, il va aller chercher les nouvelles versions, etc. Et ensuite, bah, on peut aller l'installer. Installe Keda, qui est d'accord, dans le namespace Keda que j'ai créé tout à l'heure. « 30 secondes. J'ai mis 30 secondes à l'installer. Quand je vous dis que j'ai passé 3 jours à installer Prometheus, j'étais content. Et du coup, on peut aller voir ce qui s'est passé directement dans le namespace Keda. En fait, il a créé des ressources pour moi. Donc on voit l'opérateur, les pods qui vont avec, le deployment. Donc il s'est organisé, il a créé tout ce qu'il fallait pour justement comprendre les fichiers de description que je vais vous montrer et réussir à coder, enfin à auto-scaler les différents pods. Ok. Hop, je retourne. Tap. Donc c'est ultra simple. Je vous rappelle vite fait, ça c'est les caractéristiques. Je vais passer, parce que je pense que je suis un poil en retard. C'est pas grave. Et moins de 5 minutes pour payer, sinon je pense que le client ne va pas être content. Donc en fait là on va tenter une scalabilité sur la charge de sollicitation. Alors BIS, pourquoi BIS? Parce qu'en fait je tenais, avant de partir bille en tête dans tous les scalers, refaire exactement ce que j'ai fait avec la custom metrics, mais avec Keda. Je vais vous montrer le fichier de description. Donc là il est velu parce que je voulais vous expliquer un petit peu ce qui se passait en amont. Après il faut se concentrer surtout sur la partie des triggers. Donc là, en gros, on lui donne des caractéristiques plus globales. On lui dit, bah, écoute, tu vas regarder ma métrique toutes les 3 secondes pour voir si elle bouge et faire du scaling dessus. Et puis, tu vas osciller entre minimum 1 pod et maximum 30 pods. Donc en fait, on le borne en haut, en bas, et on lui dit, bah, tu vas regarder, tu vas regarder, tu vas regarder. Et donc, il va regarder quoi? Bah, il va regarder les triggers. Donc là, on lui dit, bah, c'est un trigger de type Prometheus. Je lui donne l'URL, donc ça c'est une URL interne à mon cluster, c'est juste un pod qui est à côté, donc il sait le contacter en direct. Je lui donne un nom et je lui donne surtout la query. Donc là j'ai écrit la query directement, je ne me suis pas amusé à aller la déclarer dans le scrapper Prometheus, etc. Je l'écris ici et je lui dis, si ça dépasse 2 minutes, tu scales. Donc là l'objectif c'est de dire, si le temps de réponse dépasse 2 minutes, tu vas augmenter pour qu'on puisse réduire un petit peu. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, on a fait un scaling qui est à peu près identique à ce qu'on a fait tout à l'heure. Par contre, derrière, vous voyez qu'ici, là, ben, il n'a pas traîné en longueur. Juste avant, je lui ai dit la cooldown période, c'est 30 secondes. Ça veut dire qu'au bout de 30 secondes, si la métrique n'est pas trop haute, ben, vas-y, réduis. Et il va réduire. Donc ça m'a pris 1 heure à écrire, 30 secondes à déployer. Donc en fait, en moins de 2 heures, c'était plié. J'avais un scaling que j'ai pris 3 jours à faire avec Prometheus. Ok, mon ressenti client, bon, c'est un poil mieux, hein, mais c'est à peu près dans le même ordre de grandeur qu'auparavant, donc rien de trop nouveau. Du coup, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Le scale down, il ne dure pas des plombes, on n'a pas de la résistance, on veut travailler, on veut travailler. Et par contre, on a toujours le fait que la scalabilité soit réactive, elle n'est pas anticipative. Donc on a exactement les mêmes problèmes que tout à l'heure et on a toujours de l'empilement qui n'est pas rééquilibré. Donc il faut chercher à faire mieux. Donc les indicateurs métiers, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'heure qu'il est, par exemple. Ça peut être la météo. Il y a une API ouverte pour aller voir les températures. On va dire que Uber a peut-être tout intérêt à aller voir la météo s'il pleut pour augmenter un petit peu ses services. Parce qu'il y a peut-être beaucoup plus de chauffeurs sur la route quand il pleut que quand il fait beau. Donc on peut réussir à aller, on peut aller chercher en fonction de son métier vraiment l'information qui va nous aider à nous adapter. Donc du coup, on va faire, moi, ce que j'appelle de la scalabilité sur la fréquentation. Donc en fait, c'est sur le nombre de clients qui est dans le restaurant. Okay. Donc si c'est dans le restaurant, bah forcément, ils sont déjà entrés. Donc je ne peux pas faire ça sur le service qui gère l'accueil. Je peux le faire que sur la commande et le paiement, parce que je ne regarde que les gens qui sont dans mon restaurant. Donc je lui dis, bah écoute, tu vas aller dans la base de données, parce que en fait, finalement, à chaque fois que j'accueille quelqu'un, j'ai une entrée dans ma BDD qui me dit, voilà, j'ai une personne qui est rentrée à tel moment. Donc tu peux aller voir. Donc mon customer, un customer qui n'a pas commandé, qui est arrivé il y a plus de 5 minutes, bah finalement,
Si j'en ai 100 qui sont arrivés dans les 5 dernières minutes, j'ai tout intérêt à essayer d'anticiper qu'ils vont se mettre à commander dans les 5 à 10 minutes. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit 5 à 10 minutes, donc je regarde il y a 5 minutes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit que ici, le service d'auto-scaling, enfin, le service qui gère la commande, il a scalé avant même qu'il y ait le moindre mouvement de commande. Il a même commencé avant que le service d'entrée gère son scale. Ça veut dire que j'ai vraiment réussi à anticiper. Pour autant, je ne paye pas plus cher. J'étais à quasiment rien avant et je me mets à scale avec justement le volume qui est en train de m'arriver sur le service. Donc on est capable d'anticiper en regardant une métrique. Donc là j'ai choisi juste le nombre de customers qui n'avaient pas commandé dans mon restaurant pour réussir à scaler. Et finalement, on voit que ça scale vers le bas dès que c'est fini. Parce que il y a 5 minutes, il n'y a plus personne qui est rentré dans mon resto, il est plein. Donc je m'arrête, ça ne sert plus à rien de gérer des commandes, j'ai géré les commandes de tout le monde. Ok, le ressenti client, eh ben, finalement j'ai fait la même chose sur l'order et sur le client. Maintenant tous mes clients sont satisfaits. En termes de prise de commande, pas en termes de temps de réponse. Si on regarde bien, je n'ai pas amélioré tant que ça les temps de réponse. Je suis à 6 minutes maintenant, tout à l'heure j'étais à 16. Donc je l'ai amélioré un petit peu, mais finalement pas tant que ça. Donc le ressenti client, c'est qu'effectivement j'ai réussi à commander. Par contre, ça m'a pris peut-être un peu de temps. Donc là, on est dans l'amélioration. On n'est plus dans du service pur et dur. Donc on peut tenter d'améliorer la métrique pour scaler au bon niveau. Il suffit qu'au lieu de 120, je mets 90. Du coup, c'était 120, non, le 5, là, il suffit que je dise finalement, on va se mettre à 3. Et ça va scaler plus haut. On va réussir à monter plus haut dans la courbe pour réussir à diminuer les temps de réponse. Donc là, ça devient hyper intéressant parce que j'ai réussi à anticiper mon scaling et donc offrir une qualité de service qui est bien meilleure. Par contre, on reste très mauvais sur l'accueil, c'est encore du réactif. Et il y en a qui font demi-tour, on l'a vu tout à l'heure. Je vais peut-être un peu vite là. C'est tout bon? On continue? C'est parti. Comment je peux faire pour améliorer ce service d'entrée? J'ai travaillé en pizzeria pendant quelques années et le manager, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait les chiffres de l'année dernière. Il disait, par rapport à l'année dernière, moi je sais que j'avais vendu 100 pizzas, j'avais eu besoin de 5 personnes en mobilette pour livrer. Je vais estimer qu'en fait cette année ça va être pareil, donc je vais mettre 5. Donc en fait ce que je propose, c'est qu'on fasse à peu près la même chose, mais juste sur le service de la veille. Et de se dire, si hier, à peu près dans les mêmes timings, j'avais 200 clients, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui j'ai aussi 200 clients. Donc je vais essayer de scaler sur justement cette métrique-là. Donc on réutilise exactement la même technique que tout à l'heure. C'est pour ça que je disais, il faut choisir la bonne métrique pour vous, dans votre cas métier. Moi, mon cas métier, c'est de dire, je vais regarder quand est-ce que mes utilisateurs sont arrivés. Je vais enlever 24 heures et je vais projeter 5 minutes après. Je vais dire, OK, hier, il y a 5 minutes, il s'est passé quoi? On a eu 10 clients qui sont arrivés, etc. Donc, OK, 10 clients, ça veut dire que dans 5 minutes, je vais avoir à accueillir 10 clients. Et donc, je peux scaler le service d'accueil. Du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une petite sensation d'apprentissage. Il n'y a pas de machine learning, c'est juste une requête en BDD. Et la requête en BDD, elle se base sur l'expérience. C'est-à-dire que la première fois, je me suis fait prendre par surprise. La deuxième fois, je me fais moins prendre par surprise parce que je suis au courant qu'il y a des clients qui sont rentrés dans les 5 prochaines minutes, mais d'hier. Et donc, il y a une sensation d'apprentissage et de dire, la première fois, je me suis un peu fait avoir. La deuxième, je me suis un peu amélioré. Et on voit que le scaling commence à monter. Et il se concentre un petit peu vers le haut. Si on voit ici, c'est plutôt plat et ça se touche. Par contre, ici, il y a une belle séparation qui dit, OK, on va rationaliser, je sais que je dois moins scaler sur les côtés. Et ça se base vraiment sur l'expérience. C'est pas en amont, c'est vraiment ce qu'il y a dans le restaurant à l'heure actuelle. Pourquoi j'ai 2 fois le même slide? Ah oui, c'est juste pour vous montrer que en projetant plus loin, il y a même le service de paiement qui s'est mis à aussi se rationaliser un petit peu. Okay, donc on a une sorte de pattern de service ici qui a émergé. C'est dire, OK, je sais que... Et donc les points d'interrogation du début sur le nombre d'employés que je dois avoir, finalement ma réponse elle est là. Je sais combien de... Donc le doigt mouillé du départ, là, les 5 ou les 3 que vous mettez au tout début, laissez Keda faire, il va vous aider. Par contre, il faut que vous sachiez ce que vous faites.
que vous sachiez la métrique que vous voulez aller chercher. Du coup, en qualité de service client, tous mes clients ont été, alors pas forcément satisfaits en termes de temps de réponse, quoique quand on voit ici à la fin, au bout de 10 services, ça s'est amélioré, mais au moins ils ont été servis. Du coup, ça nous apprend que quand il y a un nouveau resto qui ouvre à côté de chez vous, attendez 10 jours. Ils se seront rationalisés et vous aurez une meilleure qualité de service. Ok, sauf que... c'était quoi celle-là? Je ne sais plus pourquoi elle est là, celle-là. C'est pas grave. On avance? Ouais, on avance. Ok, ah oui, c'était pour le bilan. Ouais, ça y est, je me souviens. Donc en fait, on voit que le client attend 2 minutes pour entrer, 3-4 minutes pour commander et moins d'1 minute 30. Donc là, j'ai tué le truc. J'avais des objectifs qui étaient en dessous de 5 minutes. Je lui offre une qualité de service en 1 minute 30. Je pense que là, le client, il est ultra satisfait. Du coup, je pourrais même retourner dans mes scalers en disant « Ok, diminue un petit peu parce que je paye très cher le service. Moi, mon acceptable, c'était 5 minutes. Là, j'offre un service à 1,30. Bon, allez, réduit un petit peu le nombre de pods et on peut réussir à ajuster ensuite pour justement offrir la... Il y a toujours le trop, de dire ouais, vas-y, je vais offrir un service de fou. Par contre, on paye derrière des infrastructures de malades et c'est pas forcément ce qu'on a envie. Donc, il faut trouver un juste milieu, le curseur au bon endroit. Et donc là, ici, c'est ma topologie de service. Je dois commencer un petit peu avant midi et puis je monte et puis je sais que ça va, mes pods ils vont être occupés à peu près de cette façon-là. Okay. Donc, j'ai réussi à améliorer grandement l'expérience de mes utilisateurs. Le scale il s'est amélioré au fil du temps. Par contre, on a vu que mes employés, c'est comme s'ils étaient là H24, parce que j'ai toujours un pod qui est monté. Et on sait bien que les employés veulent rentrer chez eux. Et en fait, vos pods, c'est un peu pareil. Quand il n'y a pas de charge, ça ne sert à rien de les laisser allumer. Vous pouvez leur demander de se scale down, le fameux scale to 0. Donc en fait, on pourrait tenter de faire de la passivation-activation, de dire ok, de telle heure à telle heure, t'éteins tout, de toute façon, c'est ce que je vous montrais avec le réplica 0 du début. On pourrait tout éteindre et dire de toute façon, je sais qu'il ne se passera rien cette nuit, donc autant l'éteindre la nuit. Et avec Keda, c'est possible. Grâce au cron expression. C'est hyper simple. En plus, on peut même lui donner la time zone. Parce que des fois, j'ai mes ops qui me disent ah ouais, j'ai mis 2 heures, mais en fait, c'est pacifique et ça se lance à 8 heures du soir. Tu fais ouais, cool. Bon, vas-y, calcule ton délai, ton décalage horaire et puis essaye de le faire. Bon, là, tu donnes la time zone, tu dis ok, c'est à Paris, ça doit se lancer. Bon, là, c'est toutes les 20 minutes pour la démo. Hein. Oh, je suis large. Ouais, j'ai été vite. Hein. Bref. Du coup, c'est un cron. Donc la passivation, le min réplica, je le remets parce qu'il faut qu'il soit par défaut à 0. Si vous mettez par défaut à 1, vous ne pouvez plus scale down. Il faut avoir la logique inverse. Sinon, je me suis fait avoir, donc je vous le dis. Et là, du coup, on lui dit toutes les heures à 20, tu t'allumes et toutes les heures à 30, tu t'éteins. Donc juste pendant 10 minutes. On fait ça sur l'entrée, sur la commande et sur le paiement, un petit peu en décalé parce qu'on se doute bien que le parcours utilisateur, c'est d'abord d'entrer, ensuite de commander, etc. Pour gérer justement les interactions avec les utilisateurs. Ça me fait penser que je ne vous ai pas parlé de cette histoire de métriques métiers, par exemple dans le e-commerce. Normalement, les gens du métier vont vous dire j'ai tel taux de transformation, j'ai telle quantité d'utilisateurs qui vont commander quand ils visitent, la durée de vie d'un panier c'est autant, et c'est autant de métriques qui peuvent justement vous aider à scaler en disant ok, il m'a dit qu'une durée de vie de caddie c'est 10 minutes, finalement si j'ai 500 caddies qui pop d'un seul coup, autant mettre le service de paiement un petit peu up d'avance parce qu'on sait que dans 10 minutes, très probablement les 90% ils vont se mettre à payer. Donc on peut réussir à anticiper avec les métriques métiers. J'insiste vraiment sur métier, il ne faut pas essayer d'aller chercher de la métrique Prometheus technique, c'est ce qu'il y a de pire. Ok, donc en fait, je réussis à faire des économies quand le service doit être éteint, puisqu'on voit bien qu'on est à zéro instance
sur chaque poste. Donc du coup, je fais des économies. La question, c'est maintenant comment est-ce que je peux faire pour réussir à combiner tout ça. Parce que là, on les a vus un peu unitairement. On a vu les différents types de scalers qu'on pouvait mettre en place pour réussir à améliorer la qualité du service. Et bien en fait, avec Keda, c'est aussi possible. Il suffit juste de les combiner. Parce qu'il y a un beau S à triggers. Donc en fait, enchaînez-les. C'est la plus grosse valeur qui va gagner. Donc ça veut dire que si Prometheus me dit, ben là, il faudrait que tu mettes 10 pods, que mon Postgre, il me dit, vaut mieux que tu en mettes 20, et que le cron, il me dit, bah là, il est l'heure d'en mettre 1, bah finalement, c'est 20 qui va gagner, donc vous allez avoir un scaling à 20. Alors, ce qui est plutôt pas mal de les combiner, c'est qu'on a des sortes de fallback. Vous vous souvenez, quand j'avais mis le Postgre tout seul, je me suis fait prendre par surprise au départ. Bah, finalement, si je le combine avec Prometheus, ben, il y a une sorte de fallback qui permet de ne pas se faire trop prendre par surprise. Et donc, en fait, le résultat, ben, c'est à peu près le même que tout à l'heure, sauf que ben, on a déjà un pattern qui avait émergé au départ. Okay, qualité de service médiocre, mais on avait déjà le pattern qui a émergé. Ça, c'est grâce à Prometheus, en réactif. Ça, c'est le premier que j'avais abordé. Et ici, on a à peu près le même pattern qui a été dessiné. Et là, c'est sur le Postgre. Il a vu les métriques, il s'est dit, tiens, je vais avoir mes clients à tel moment. Et là, en fait, se pose une question. De dire, mais si j'ai exactement le même pattern, pourquoi j'ai une qualité de service qui est quand même dégueulasse, à une qualité de service qui est quand même exceptionnelle? En fait, tout se joue dans le timing. Ici, on voit que le scaling du service d'entrée, il se fait après la charge. Donc, il a déjà laissé passer de la charge. Vous vous souvenez que je vous ai dit, on ne rééquilibre pas sur des appels API, ça ne se rééquilibre pas. Donc vous avez beau spawn faire démarrer des pods en plus, il ne se passera rien, de plus ça continuera à se dégrader. Pareil pour le service de commande et pareil pour le service de paiement. On était en retard. Par contre, ben, on était en avance sur les derniers services. Donc en fait, on a décalé le scaling de quelques minutes et ça a suffi pour justement améliorer la qualité du service qu'on voulait offrir. Donc la combinaison justement des scalers, elle peut vous permettre d'avoir des fallbacks ou de se dire, bah, ok, si je n'ai pas la connaissance que je cherche, je vais aller chercher une autre connaissance et on va essayer de les combiner pour voir un petit peu si c'est possible. Il y a quelques petits soucis encore avec Keda sur cette association. C'est que si on fait une passivation, lui, il a vu qu'il devait scaler sur base de métriques métiers, hein, sur la BDD par rapport à hier, et il va quand même scaler. Là où, techniquement, quand on fait de la passivation, c'est juste qu'on lui demande de s'arrêter et de rien faire. Donc d'accepter qu'on a des erreurs, finalement. Donc ça, c'est des choses qu'ils essayent d'améliorer encore. On a un collègue qui l'a mis en place chez un client, il leur a fait ce retour, et ils ont dit « Ok, on gère ». Ils sont plutôt accessibles et plutôt ouverts. Donc conclusion, et là je vois 10 minutes pour les questions, ça va être génial. Conclusion, bah, finalement j'ai réussi à avoir un système de scaling plutôt simple. J'ai pas été chercher des métriques, enfin, ça s'est fait ultra facilement, hein. J'ai écrit 4 fichiers descripteurs, ça se déploie hyper vite, relativement optimisé, parce que finalement je scale pas de trop, mais je scale pas non plus pas assez. On l'a vu tout à l'heure avec le CPU sur 75%, où je scale pas assez. Anticipatif, bah forcément si je m'appuie sur des métriques métiers et sur de l'expérience passée, je peux réussir à anticiper. Et c'est valable que ce soit pour la machine ou pour les humains. Hein. Vous savez conduire, vous avez tellement conduit que bah, vous savez anticiper que tiens, le piéton qui est là, il risque de... Donc vous faites pareil en fait, ça se base sur l'expérience. Relativement tolérant parce que finalement, avec ce système de fallback, Prometheus il a pris la relève, donc je peux encore me faire prendre par surprise, ça va quand même scaler pour offrir une qualité de service qui est peut-être un peu dégradée, mais pas catastrophique non plus. Et du coup économique, bah, parce que je peux être adapté vraiment aux métriques métiers et de se dire, bah, de toute façon, moi je suis fermé, je ne fais rien de 20h au soir jusqu'à 6h le matin, donc autant tout couper et de concentrer ses efforts sur les heures ouvrées ou là où vous savez que vous allez avoir du trafic. Le champ des possibles, je vous ai monté 3 scalers, les plus basiques finalement. C'est Prometheus pour les custom metrics, la base de données, donc il n'y a pas que Postgre, il y en a plein.
Il y a du Mongo, il y a du Couchbase, il y a du Cassandra, il y en a vraiment une palanquée. Et je vous ai montré les crons. On peut aussi faire du scaling sur des messages dans une file. Il suffit juste de lui donner le pointeur vers la file, de lui donner les thresholds, donc borne haute, borne basse. Vous lui dites, bah, vas-y, surveille ce qu'on appelle le consumer lag. Donc ça veut dire l'écart qu'il y a entre l'offset de consommation et l'offset de production. Plus l'écart est grand, plus on va scaler haut. Du coup, c'est aussi, avec les appels API, c'est la porte ouverte au machine learning. Si vous avez un service, une API qui va surveiller un petit peu l'état de votre service, il va pouvoir apprendre de quand est-ce qu'il faut scaler, quand est-ce qu'il faut descale. Et du coup, bah, il suffit d'appeler l'API en disant bah, qu'est-ce que tu en penses là maintenant avec l'heure qu'il est. Et l'API, elle pourrait dire bah, je crois que tu devrais être à 8. Bah, en fait, il suffit juste de se plugger et c'est fini. C'est hyper simple. Et en fait, ce que je disais au tout début, bah, c'est que Keda, bah, comme c'est open source, vous pouvez même créer vos propres scalers. Pas forcément aller le publier sur le repo GitHub de Keda, mais vous pouvez coder les vôtres, vraiment, parce qu'elles sont particulières à votre métier. Je ne sais pas, une combinaison de plusieurs sources de données, ça peut être n'importe quoi. Voilà, je vous remercie. Il va me rester, je pense, 6-7 minutes, un truc comme ça. Pendant les questions, je vous invite à flasher, mettre un petit retour sur le talk. Normalement, vous devriez atterrir directement sur l'open feedback de la presse. Voilà, je vous remercie et je prends les questions.